C'est donc avec plaisir et intérêt que j'ai lu Réversible, le voici, le voilà, le troisième roman de Pascal, qui nous entraîne à nouveau dans ce que j'appelle une circularité inachevable, confirmant ainsi, comme l'auteur l'énonce d'ailleurs dans la 4e de couverture, que le mystère finalement est déjà dans le titre, c'est-à-dire que tout est réversible, tout est retournable, tout est dans une certaine mesure irrésolu. En effet, d'emblée, Pascal Desplechin sème le trouble en dévoilant un univers fantastique. Dans un premier temps, la rencontre entre un libraire, dont le sobriquet est Confucius, dont les traits physiques semblent d'ailleurs le confondre avec un ouvrage. Il a la peau parcheminée, écrit-elle un peu comme moi finalement, un peu ridée, hein, parcheminée comme ça, et le protagoniste principal, Daniel Fouquier. Ce libraire donne à celui-ci, et gratuitement, un livre non pas à lire, mais à écrire. C'est tout à fait providentiel, car Daniel Fouquier est un professeur d'anglais. Bien, Pascal est aussi professeur d'anglais. Lui enseigne, mais sans véritable vocation, donc c'est pas du tout toi, sans véritable passion, c'est pas du tout toi, l'anglais dans un collège dont il souhaite d'ailleurs démissionner, c'est pas du tout toi, d'autant plus que tu es retraité. Daniel Fouquier est un frustré, blessé de ne pas trouver le temps d'écrire et de se consacrer corps et âme à l'écriture. Sa famille juge d'ailleurs ce besoin avec un certain dédain, avec un certain mépris. Celui-ci est donc blessé, offensé, certes, mais tout auteur n'est-il pas déçu, insatisfait de ne pas avoir écrit davantage, de ne pas avoir laissé son amour pour l'écriture s'exprimer davantage? Être auteur, c'est introduire une forme de radicalité dans sa vie, ce que fera Daniel Fouquier au point de s'éloigner d'une famille qui privilégie la parole banale, quotidienne, pétrie de commérages et de bavardages, quelque peu inutiles, futiles. En tout cas, c'est comme ça que lui le vit. C'est donc ce libraire, à la peau ratatinée, qui sera le véritable déclencheur du travail d'écriture. Le livre à écrire, et non pas à lire, comme je l'ai dit, l'entraîne en effet dans une spirale où il est habité par une énergie féroce, stakhanoviste, qui le condamne, jour et nuit, à écrire. C'est ce roman qui ouvre alors le deuxième acte, la deuxième partie de l'ouvrage, de Réversible. Daniel Fouquier est alors devenu, pseudonyme oblige, Dan Faulkner, comme le William du même nom, William Faulkner. Le fantastique cède alors la place à la réalité que nous avons tous connue. Nous sommes plongés alors dans ce que nous avons vécu intensément il y a bientôt 3 ans, à savoir une sévère, une inexplicable, une inexpliquée pandémie où toutes les attitudes face à la maladie sont incarnées. La peur, l'angoisse, les contagions, les morts, le catastrophisme, la collapsologie, la fin de tout, la négation, le complotisme, l'ultra-crépidarianisme. Vous savez, cette faculté qu'ont certains êtres d'écrire sur les réseaux sociaux, un peu tout et n'importe quoi, en se croyant plus scientifiques encore que les scientifiques, plus épidémiologistes que les épidémiologistes, alors qu'ils sont loin d'en avoir la formation. Autant d'attitudes, autant de personnages et des morts expliquées, ou soi-disant expliquées, soi-disant éclairées, soi-disant explicitées. La mort d'une femme, parce qu'il s'agit d'un thriller, parce que madame aime les thrillers, elle aime les morts, cette dame-là, elle aime les crimes, vous savez, d'accord, et encore, je ne vous donne pas tous les détails. La mort d'une femme, en tout cas, ne fait aucun doute quant à l'origine criminelle de sa mort. Mais qui peut être son meurtrier? Son ex-mari, toujours jaloux, qui ne cesse de l'épier, de l'espionner, son nouveau compagnon, ou celui qu'il aime secrètement, ou... Les portes sont ouvertes, en tout cas. Pascal Desplechin nous offre à nouveau, comme dans son livre précédent, l'enfer du miroir et l'absence de lui, un dédale, un labyrinthe, un écheveau de meurtriers potentiels, ce qui est finalement l'essence même de tout thriller digne de ce nom, d'accord, dans cette palette de meurtriers possibles, trouver justement
le tueur, l'assassin, le meurtrier à proprement parler. Alors voilà, essayez, vous, d'être les Rouletabille, d'être les Colombo, les Philippe Marlowe, les Hercule Poirot d'Elzel, et d'ailleurs, d'accord, afin de tenter de résoudre cette énigme. Alors Pascal, voilà mon petit compte-rendu. Je sais, ça vaut ce que ça vaut, que veux-tu? C'est Jean-Luc Dubard, c'est pas le vôtre, hein, d'accord? C'est ma petite lecture à moi. Alors tu vas ajouter quelque chose, j'en suis intimement persuadé. Mais disons que bon, tu as déjà brossé un tableau très complet. J'en ai trop dit? Non, non. Mais c'est vrai que c'est difficile d'en parler sans dévoiler quelques éléments, bien sûr. Peut-être au niveau de la structure, c'est effectivement différent par rapport à mes premiers romans. Et c'est un élément qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi la structure. Dans le premier roman, c'était plutôt une alternance entre les points de vue des différents personnages, avec aussi des flashbacks et des flash-forwards. Ça, c'est plutôt dans le deuxième et dans celui-ci aussi. Donc j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien jouer avec le temps parce que je trouve que ça permet d'expliquer la psychologie des personnages aussi. Et ça, c'est un élément qui m'intéresse particulièrement, c'est la psychologie des personnages. Et par rapport au premier, je pense que ça se voit de plus en plus, notamment dans celui-ci. C'est vrai que ça reste policier, thriller d'une certaine façon, mais bon, ce n'est pas une enquête non plus policière avec un policier forcément. Donc c'est plutôt effectivement, bon, il y a des meurtres et une enquête, mais qui est plutôt... dans le premier roman, oui, c'est un policier, mais ensuite, dans le dernier, par exemple, il y a un policier, mais ce n'est pas le rôle principal. C'est plutôt l'interaction entre les personnages par après qui m'intéresse, et de voir jusqu'où on peut aller dans l'explicitation et le développement des caractères. Et notamment, on en avait parlé ensemble, c'était le réalisme magique. Bon, c'est un mot que bon, j'ai pas voulu faire du réalisme magique parce que c'est quelque chose que j'ai découvert par après d'ailleurs. Mais je me suis dit, oui, j'ai fait du réalisme magique sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain qui parle entre eux sans le savoir. Et réalisme par la pandémie justement, ou réalisme par... Pas seulement, non. Oui, par la pandémie, oui, forcément. Mais déjà, la pandémie, ça ne se situe pas, c'est pas la pandémie qu'on a connue, c'est une pandémie sans vaccin en plus. Similaire, mais poussée plus loin parce que sans vaccin, oui. Et dans le temps, c'est dans un futur relativement proche, mais c'est dans un futur quand même. Et donc, oui, j'avais vu au cinéma un film espagnol qui s'appelait Josefina, et le réalisateur était là, et il parlait justement du réalisme magique. Et je me suis dit, oui, c'est un peu la même chose, sauf que là, c'était très, très ouvert. Moi, bon, tu disais, c'est ouvert aussi d'une certaine manière, mais il y a quand même une solution qui est apportée, même si, effectivement, c'est au lecteur de décider un peu comment lui voit les choses. Enfin, il faut le lire pour comprendre, il faut comprendre le mot réversible et voir comment le lecteur l'interprète. Donc il y a quand même une certaine liberté qui est donnée au lecteur par rapport aux deux premiers, où là c'était beaucoup plus, la fin était beaucoup plus fermée. C'est là que tu vois la magie, dans ce caractère de réversibilité? Bon, il y a ça, mais c'est pas seulement dans la première partie surtout. Hein, donc quand tu parles de Confucius, donc de tout ce livre où les pages sont blanches et où le livre s'écrit, c'est lui qui écrit, mais on peut voir au fur et à mesure que le texte disparaît. Enfin, je ne vais pas trop en dire, mais cette partie qu'on croit réelle ne l'est pas. Oui, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que ça déstabilise, je pense, quand on lit le livre, c'est déstabilisant, on se dit il y a quelque chose de magique là-dedans, mais c'est aussi au lecteur de décider
s'il estime que c'est magique, ou bien si pour lui il y a une explication cartésienne, réaliste, qui est tout à fait possible en lisant le roman. Et ça, je pense que c'est un petit peu la personne qui lit, c'est à cette personne-là de décider comment il ou elle interprète Et magique aussi. cette partie-là. Et magique aussi, peut-être parce qu'ils se sont poussés par une force magique qui le pousse Oui, justement à écrire continuellement, jour et nuit. Cette force-là aux dépens de sa peut famille, apparaître précisément. comme magique, mais ce sont vraiment des touches de magie. Ce n'est pas un univers purement fantastique. C'est très réaliste, mais avec quelques touches d'éléments un peu inexpliqués qu'on peut appeler magiques si on veut. Mais les frontières entre ces différentes catégories, le merveilleux, le fantastique, le réalisme magique, et, bon, quand on lit un peu la littérature sur ce sujet-là, c'est assez complexe et c'était peut-être plus clairement défini avant, mais maintenant dans la littérature ça se mêle beaucoup et parfois certains auteurs on apporte juste des petites touches, ou parfois on est vraiment dans un cadre fantastique ou merveilleux, mais avec dans l'idée d'évoquer quelque chose de très réaliste aussi. Donc bon, sont des thèmes qui ne sont pas toujours très clairs. Est-ce que tu vois un fil conducteur entre les trois romans, l'absence de lui, l'enfer du miroir et maintenant réversible, ou au contraire, tu essaies de trancher, de couper par rapport au roman précédent? Oui, j'essaie plutôt de trancher, mais en même temps je me rends compte qu'on voit quand même toujours cet intérêt pour un jeu avec la structure et aussi le développement psychologique des personnages. Ça, je pense que c'est assez récurrent dans les trois. Et poussé à l'extrême ici, puisque tu as insisté sur la notion même de structure. Oui. Est-ce que le mari, éventuellement, qui est le correcteur et le relecteur attitré, un des correcteurs, un des relecteurs attitrés, est-ce que tu as ton regard, Charles? Non, mais je n'ai pas besoin de corriger énormément. Je me doute. Même pas, je suis un relecteur. Oui, Mais, oui. Et toi, est-ce que tu vois un fil conducteur entre les trois romans? Bah écoute, Elle l'a très bien. Elle l'a évoqué, voilà, et donc je pense qu'à deux, vous avez... Toi, tu devrais être politicien. Vous avez... Ça comme langue de voix, Charles. Tu fais excellent. Mais lorsque j'ai commencé le roman, je me suis dit, ah, c'est différent des deux autres, parce qu'on partait, je me suis dit, dans le métier d'écriture, si on veut. Je m'étais dit, ce sera un roman plus sur l'écriture qu'un c'est vrai, il y a de ça. Qu'un policier. C'est vrai. Et puis, c'est après que, voilà, on a effectivement les deux qui se mélangent. Et comme je le disais tout à l'heure, on se croit en plein réalisme au début, alors que finalement, en fonction de ce caractère réversible, on ne l'est pas. Puisque... Et puis, bon, aussi le fait que ce soit réversible, et ça peut aussi poser question par rapport au fait d'écrire, donc sur l'écriture, qui en elle-même n'est pas réaliste en soi, puisqu'on invente un monde qui n'existe pas, même si on se raccroche à la réalité de tous les jours. Par définition, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc voilà. on est comme, de toute façon, c'est une fiction. Dès le départ, c'est un roman, oui. on est bien d'accord. Hein, comme pour Jean-Sébastien, on est bien d'accord. C'est un roman. On n'est pas dans la réalité, dans la réalité que nous connaissons maintenant. En tout cas, j'ai essayé de le lire à l'envers, mais c'était difficile. C'est compliqué. Un très très grand merci, Pascal. Vraiment.